Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va reparler des polémiques Disney, de nos amis les woke et de la cancel culture. On les adore ces gens-là. Alors on va en reparler parce que c'est vrai que tout au long de l'année, j'ai pas tout le temps justement évoqué toutes ces polémiques. Et il y en a eu pas mal, il y en a eu quelques-unes. C'est l'occasion dans cette vidéo évidemment de faire un petit récap. Voilà, chaque année il y aura petit récap comme ça, un petit récap woke, cancel culture, ce sera toujours sympa. Mais avant, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en interview sur la chaîne The Leaker, sa chaîne de John Ali, pour une interview exclusive avec le réalisateur Xavier Jans, réalisateur français, réalisateur donc qui a réalisé Hitman, qui a fait des épisodes de Gangs of London, plein de choses, il a travaillé avec Besson, etc. Donc on est en interview dans cette vidéo exclusive, foncez la regarder. Il nous apprend énormément de choses, plein de choses sur les coulisses du cinéma de genre français, c'est vraiment passionnant. Allez, regardez cette vidéo, il y a le lien en description. Donc pour parler également de Disney, parce que c'est vrai que ce genre de polémique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça concerne très souvent Disney. Alors, est-ce qu'on peut dire les pauvres? Est-ce qu'on peut les accuser de complaisance avec justement les woke et la cancel culture? C'est la question en fait que je me pose un petit peu. C'est-à-dire que, évidemment, je suis pas là pour les défendre, mais en même temps, on peut quand même se poser la question de pourquoi c'est toujours sur eux que ça tombe. C'est-à-dire qu'ils sont quand même souvent dans le viseur. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors, on peut quand même se poser la question, bon, est-ce que finalement, trop de complaisance, finalement, ça va dans le sens évidemment des woke et des gens de la cancel culture, mais en même temps, on peut aussi se mettre à la place, allez, 30 secondes, par rapport à un chef d'entreprise, qui est sous le feu des critiques en permanence et qui doit évidemment lisser totalement son image, qui doit ne pas trop vexer un tel, etc. Et donc finalement, de tout ajuster, de faire des compromissions en fait avec cette ambiance woke et cancel culture. Est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? J'en sais rien, je ne sais pas. Si vous avez la réponse d'ailleurs, dites-la moi dans les commentaires. Mais j'ai pas envie, si tu veux, de les assassiner, voilà, en disant ouais, de toute façon, faut les boycotter, c'est de leur faute, etc. Parce qu'en même temps, voilà, il faut se mettre aussi à leur place. Et c'est vrai qu'on peut constater aussi qu'il n'y a pas que Disney qui a été sous le feu de ces critiques-là. Il y a eu aussi, par exemple, Warner avec la polémique Autant en emporte le vent. Il y en a eu aussi quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est souvent sur Disney que ça tombe. Et donc là, on va commencer évidemment par ce qui est pour moi peut-être une des choses les plus problématiques à mes yeux. C'est par rapport à la plateforme Disney+. Parce qu'il faut savoir, mes enfants, que sur Disney+, maintenant, par rapport à certains dessins animés, certains classiques que j'adore, dont Peter Pan, Dumbo, Aladdin, etc., eh bien, il faut savoir qu'ils ne sont pas enlevés de la plateforme. Attention, on va pas faire des fake news, parce qu'ils existent, vous pouvez les trouver sur la plateforme. Par contre, pour les enfants de 7 ans, en tout cas de cette tranche d'âge-là, quand vous avez un profil de cette tranche d'âge-là pour vos gosses, eh bien, il faut savoir qu'ils ne pourront pas avoir accès à ces films-là, tout simplement parce que Disney a décidé maintenant qu'il fallait presque un accompagnement parental pour que ces enfants de 7 ans puissent voir ces films. Voilà. Et tout simplement pourquoi? Parce que Peter Pan est jugé problématique pour sa scène avec les Indiens et l'utilisation du terme peau rouge. Bon, pour Aladdin, c'est la représentation des Arabes qui est jugée trop raciste. Dumbo est accusé de caricaturer les Afro-Américains au travers des personnages des corbeaux qui chantent du blues. Bon, quant à La Belle et le Clochard, il stigmatiserait les Asiatiques avec le personnage du chat siamois. Alors, donc là, on voit bien la grosse problématique que ça pose, c'est-à-dire qu'en gros, on est face en fait à des enfants, donc c'est pour ça qu'on leur interdit seuls de voir ces films par rapport à des clichés jugés trop racistes. Et le truc, c'est qu'en plus, il y avait déjà un carton d'excuses avant chaque film, avant qu'ils les mettent exclusivement réservé aux adultes. C'est-à-dire qu'en gros, ce programme inclut des représentations négatives qui maltraitent les gens et les cultures. Attention, les mots ont un sens, qui maltraitent les gens et les cultures. Un Disney qui maltraite les gens et les cultures. C'est quand même ouf, quand même, le choix des mots employés. Nous voulons reconnaître que son impact est nocif, en tirer des leçons et nourrir des conversations pour créer ensemble un futur plus inclusif. Et en gros, il termine en mode genre, on le refera plus, vous inquiétez pas. En gros, c'est un peu ça qu'ils disent. Donc, il y a évidemment encore cette culture de l'excuse permanente. Et puis surtout, on interdit finalement à des enfants de tomber automatiquement sur ces chefs-d'œuvre. Parce que pour moi, c'est vraiment des grands classiques. C'est vraiment des chefs-d'œuvre des studios Disney. Et donc là, très clairement,
Qu'est-ce qu'on envoie comme message aux enfants? Bah écoute, tu continueras à regarder Vaiana, tu continueras à regarder La Reine des Neiges, tu continueras à regarder tous les trucs soi-disant inoffensifs. Par contre, tu ne pourras pas tomber automatiquement sur les Aristochats, sur tout ça. Et on sait bien qu'un enfant, quand il zappe sur Disney+, moi je connais un petit peu la plateforme, on sait bien qu'un enfant, quand il zappe sur Disney+, bah il va aller sur les choses qu'il voit. Il va pas, il connaît pas forcément, il n'a pas la culture nécessaire pour connaître les Aristochats, pour connaître des films des années 50, 60, 70. C'est impossible, voire même 90. Il va pas tomber automatiquement dessus. Donc, il sera exclusivement cantonné à regarder autre chose sur la plateforme. C'est clairement dommage. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça de la censure? Oui et non. C'est-à-dire non dans le sens où quand même ces longs métrages restent sur la plateforme. Et j'ai envie de te dire, encore heureux. Tu vois, je veux dire, on en est là, quoi. On en est à se dire, waouh, on a de la chance finalement que Aladdin reste sur la plateforme. On a de la chance que Dumbo reste sur la plateforme. Non, mais je sais pas si tu vois où on en est, quoi. Mais le truc, c'est que d'un autre côté, il y a un aspect censure par rapport aux enfants. C'est-à-dire que, je le redis, l'enfant ne pourra pas tomber automatiquement sur ces films-là. Donc, de facto, indirectement, il s'en prive. Voilà. Et donc, c'est clairement dommage par rapport à la qualité de ces longs métrages. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on associerait presque ces dessins animés, à la limite, puisqu'ils sont enlevés de la plateforme pour enfants, presque à des contenus, mais tu sais, hyper explicites, voire presque à la limite de la pornographie. Allons-y carrément, tu vois. C'est le message que ça nous envoie. Et donc, il y a clairement un gros problème avec cette interdiction. Alors après, si tu veux, Disney a décidé de se la jouer comme ça, alors que finalement, peut-être que juste le carton d'excuses, entre guillemets, aurait suffi, mais bon, ils ont décidé de faire autrement, d'être carrément radical. On ne sort pas les films de la plateforme, mais on les réserve aux adultes qui puissent expliquer aux enfants, blablabla, blablabla. Et cette décision est doublement stupide pour moi, car un enfant ne voit justement pas les choses par ce prisme-là. Il ne voit pas les choses par le prisme de la religion, de l'ethnie, de l'origine culturelle. C'est justement ça qui est beau, justement, chez un enfant. Sauf évidemment s'il est élevé dans un contexte, ce que j'appellerais un contexte raciste, avec des parents qui passent leur temps à pointer du doigt les gens qui ne sont pas de la même couleur de peau qu'eux, oui, d'accord, sauf s'il est vraiment élevé là-dedans. Mais si ce n'est pas le cas, je ne vois pas en quoi un Disney, d'un seul coup, pourrait contenir finalement des choses extrêmement violentes pour un enfant qui, lui, voit les choses de façon beaucoup plus pure. Lui, il ne distingue pas les choses par les races, par les ethnies, par les origines. Il s'en fout. En fait, un enfant, il est à la base bien plus universaliste qu'un adulte, et c'est exactement pour moi ce que véhiculent ces dessins animés là. C'est-à-dire que nous, on a même grandi avec ces dessins animés, on a grandi avec les Aristochats, on a grandi avec Aladdin, on a grandi avec tout ça. À aucun moment ça n'a fait devenir raciste qui que ce soit. On ne se posait même pas la question, et c'est pas parce qu'on ne se posait pas la question que d'un seul coup, ouf, on est devenu raciste quand on a vu Aladdin, qu'on en a vu tous ces films là. C'est absolument n'importe quoi. Et donc en gros, en fait, ce rôle que jouent ces gens obsédés justement, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les antiracistes, donc obsédés par une question de race et d'ethnie, en fait ils deviennent plus racistes que les racistes. C'est-à-dire que ce mouvement woke et de cancel culture, pour moi, s'est retourné totalement contre eux. C'est-à-dire qu'à force de vouloir absolument dénoncer, ils parlent beaucoup d'inclusivité, mais en vérité, pour moi, ils font carrément de l'exclusion. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit définir quelqu'un que par son origine, que par son ethnie, que par sa couleur de peau. Et est-ce que tout ça finalement n'en fait pas plus des racistes, bien plus que les racistes de base? Pour moi, oui. En tout cas, c'est quasiment la même chose. Et en plus, qu'est-ce que je vais aller dire à mon enfant de 7 ans quand elle regarde Aladdin, quand elle regarde Dumbo, etc. Même si je lui parle de clichés soi-disant racistes, datés, etc., elle va même rien comprendre à ce que je raconte. C'est pas qu'il faut sous-estimer ce que pensent les enfants, mais je le redis, les enfants pensent les choses de manière bien plus pure, bien plus universaliste. Et donc si je lui raconte que, oh là là, attends, dans Dumbo, il y a une connotation raciste, etc., même dans La Belle et le Clochard, mais elle va même pas comprendre ce que je lui raconte. Donc je vois même pas l'intérêt à ce que ce film soit encadré par un parent, par un adulte, parce que tu auras beau expliquer à un enfant de 7 ans qu'il y a des références à ci, à ça, ouais, mais ça va être très compliqué à lui faire comprendre. Et donc je trouve cette décision de la part de Disney totalement stupide. On marche sur la tête, on marche complètement sur la tête. Je ne pense pas que des œuvres, notamment les œuvres disneyennes,
et ce pouvoir, si tu veux, et ce pouvoir d'arriver à changer des mentalités, même quand ils sont enfants. Pourtant, on sait que oui, quand on est enfant, on est plus manipulable, évidemment, qu'un adulte, mais je ne crois pas du tout, qu'un enfant qui n'a pas, justement, qui n'est pas élevé dans une culture, qui n'est pas élevé dans un environnement raciste, d'un seul coup va le devenir parce qu'il va regarder 3-4 Disney avec des clichés datés, quoi, tu vois. Voilà, moi, en tout cas, c'est mon opinion. Alors, la deuxième chose, évidemment, ça va concerner un petit peu les parcs d'attractions. Alors, la première est intervenue en 2018 dans un parc, je crois, en Floride, en tout cas, ou peut-être un parc californien. Ils ont carrément enlevé une séquence de l'attraction Pirates des Caraïbes où l'on voyait des femmes vendues aux enchères. Mais là, clairement, c'est même pas le pire. J'ai envie de te dire, bon, déjà, ça commence évidemment par ça. Je vais te dire, quand on commence par couper une séquence d'une attraction vraiment, enfin, je veux dire, mais totalement inoffensive. Quand on commence comme ça, on peut aller évidemment très loin. Et toute cette histoire a continué, alors cette année pour le coup, suite à l'article de 2 journalistes pour un journal local à San Francisco, et donc qui testent la dernière attraction Disney Blanche-Neige. Et là, elle s'étonne qu'à la fin du parcours de l'attraction, l'entreprise ait ajouté une scène intitulée « Le vrai baiser d'amour », soulignant qu'un vrai baiser d'amour peut difficilement être échangé quand l'une des 2 personnes est dans le coma. Et elles ajoutent « Il est dur de comprendre pourquoi le Disneyland de 2021 a choisi d'ajouter une scène qui véhicule ce genre d'idée rétrograde de ce qu'un homme peut faire à une femme, surtout alors que l'entreprise s'efforce actuellement à enlever des scènes problématiques de ses attractions. » Donc déjà là-dedans, dans cette déclaration, il y a 2 choses. La première chose, genre d'idée rétrograde de ce qu'un homme peut faire à une femme. Donc là, encore une fois, et moi j'en avais parlé dans les précédentes vidéos, on confond la fiction et le réel. On a envie absolument de nous expliquer qu'en fait, la fiction, il n'y a plus de fiction en fait. Tout doit être réel, tout doit être réaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, nous enfants, nous ados, nous adultes, de faire la différence entre quelque chose de totalement fictionnel, de quelque chose qui peut même être considéré comme de la poésie un peu hors du temps comme ça, avec la réalité de ce qu'un homme peut faire à une femme. Voilà. Donc déjà, il y a cette première confusion et qui se fait de plus en plus. Et c'est pour ça que cette culture woke et cette cancel culture existe. C'est parce qu'en fait, elle ne fait plus la différence entre la fiction et le réel. Comme si en fait tous les hommes pouvaient se dire après le visionnage de Blanche-Neige, ah mais ouais, c'est cool en fait, putain, les femmes on peut faire ce qu'on veut quand elles sont endormies, c'est mortel. Alors on ne dit pas évidemment que ça n'existe pas, bien sûr que ça existe, les violences sexuelles et tout ça, on n'est pas là pour minimiser ça. Mais à partir du moment où on considère qu'une œuvre comme Disney, avec ce baiser à la fin, soi-disant non consenti, je sais pas quoi, ça envoie un signal tellement fort qu'il faut absolument le supprimer, c'est que c'est grave. C'est qu'en fait, on ne comprend pas la différence entre la fiction et le réel et qu'on veut absolument tout confondre. Et elle finit, pourquoi ne pas réinventer une fin qui garde l'idée du film et la place de Blanche-Neige dans la mythologie de Disney. Donc, en gros, tous les sites que j'ai pu lire, qui tentaient de défendre ces 2 journalistes en disant mais non, c'est des fausses polémiques, elles n'appellent pas à la cancel culture. C'est faux. Elles appellent clairement à la cancel culture en disant ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Blanche-Neige, c'est pas un conte qui est réservé à Disney. C'est un conte de Grimm. Il n'y avait pas d'ailleurs cette séquence qu'a rajouté Disney dans le conte original. Et effectivement, un conte peut se réinterpréter, peut se modifier à l'infini. Voilà, si on veut faire une adaptation de Blanche-Neige, on peut le faire absolument comme on veut. Seulement là, on parle de Blanche-Neige, mais surtout de l'œuvre de Disney, c'est-à-dire de la réappropriation de Disney. Et là, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Pourquoi ne pas réinventer? Donc en gros, sous-entendu, pourquoi ne pas canceller? Pourquoi ne pas annuler cette fin, de la refaire, de la supprimer carrément, et donc de refaire autre chose, la place de Blanche-Neige, etc. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc non, on ne peut pas prendre la défense de ces 2 journalistes en disant « mais non, elles n'appellent pas à la cancel culture ». Bien sûr qu'elles appellent à la cancel culture. Quand on dit ça, elles appellent clairement à annuler une œuvre, à retirer une scène, à la modifier. Voilà, et elle ne gardera plus son sens original. Donc on est bien là-dedans, oui, dans la cancel culture. Je suis désolé de vous le dire, que tous les sites que j'ai pu lire, qui tentaient de défendre, qui tentaient de dire mais non, mais non, mais non, mais si, on est clairement là-dedans, qu'en tout cas quand on lit, en fait, ce qu'elles ont voulu dire. Et surtout qu'elles se réjouissent que, en fait, l'entreprise a commencé à modifier des choses au sein de ses attractions. Donc, elles s'en réjouissent de ça.
Donc elles se disent, bah attends, puisqu'elles ont commencé avec Pirates des Caraïbes, puisqu'elles vont continuer sur d'autres trucs, bah pourquoi elles le feraient pas avec Blanche-Neige? Donc clairement, oui, ces deux femmes-là sont dans la cancel culture. Voilà, elles ont beau dire que le manège est super sympa, qu'elles ont passé un très bon moment, le fait d'amener cette polémique en fait sur ce baiser non consenti, eh ben ça amène effectivement, oui, son lot de cancel culture. Et elles le disent elles-mêmes, ou alors elles se trahissent, je sais pas, c'est peut-être pas ce qu'elles voulaient dire au départ, mais en tout cas elles finissent par le dire. Elles finissent par dire, bah attends, pourquoi pas ne réinventer? Bah oui, réinventer, ça veut dire quoi? Ça veut dire annuler ce qui est là et refaire autre chose. Mais je le répète, le Blanche-Neige de l'attraction Disney, ça appartient à Disney. Voilà, ça n'appartient pas à ces deux femmes, ça n'appartient pas à moi, ça n'appartient à personne. C'est la vision créatrice d'un homme, c'est tout. Et après, rien n'empêche effectivement de réadapter le conte et de le faire autrement, sans se baiser là, etc., etc. Mais c'est vrai que le plus marrant dans tout ça, c'est finalement les conséquences, en tout cas en France, quand on regarde un petit peu les conséquences que ça a eu sur Twitter. Et ce qui est très amusant, c'est de voir en fait que, bon, évidemment, des gens comme moi vont s'en offusquer, mais bon, moi, tu sais, je suis critique ciné, je parle de l'entertainment tous les jours, c'est le but de la chaîne, mais le plus marrant, c'est de voir des gens importants, j'ai envie de dire, bon, par exemple des hommes politiques, même si maintenant on peut considérer que beaucoup considèrent que les hommes politiques sont moins importants qu'avant, mais disons que c'est quand même des gens qui parlent en général de problèmes sérieux, tu vois, ils n'ont pas une chaîne YouTube où ils parlent de cinéma, ces gens-là, bon, ils ont un compte Twitter. Mais ce qui est drôle, c'est de voir que la cancel culture s'immisce tellement partout maintenant, qu'elle fait dire des choses à des hommes politiques, je trouve, qui sont, mais à la limite du risible. C'est-à-dire que tu as des hommes politiques, et je te retrouverai des tweets, qui disent en gros, ouais, alors c'est pas normal, hashtag Blanche-Neige, c'est pas normal cette polémique et tout ça. Alors moi, je suis d'accord avec eux, mais si tu veux voir des hommes politiques, des gens importants des médias qui sont censés peut-être parler de choses bien plus importantes, quoi, que Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney, si tu veux. Moi, j'adore, bien évidemment, mais il y a peut-être plus grave dans le monde, tu vois. Hein, il y a le climat, il y a les pauvres, il y a l'injustice sociale, enfin, il y a tellement de choses à régler, à en parler, etc. Que, en fait, on est focalisé pendant une journée, tu vois tous les hommes politiques, je sais pas quoi, enfin, tu vois tous des députés, des machins, hashtag Blanche-Neige toute la journée, quoi. Donc, c'est là où est le ridicule de la chose, quoi. Mais c'est clairement aussi vers quoi nous entraîne ce mouvement woke et cancel culture. C'est-à-dire, je peux pas leur en vouloir à ces hommes-là, même si pour moi, ils devraient parler de choses bien plus graves. Moi, à la limite, je te le répète, c'est bien plus mon rôle, mais ces gens-là, c'est juste pas possible qu'ils en parlent, quoi. Enfin, toute une journée là-dessus, quoi, tu vois. Mais le problème de ces woke et de cette cancel culture, c'est qu'ils font tellement de bruit, alors que finalement, ils sont pas si nombreux que ça, mais ils font tellement de bruit que tu as, voilà, des hommes politiques qui commandent ça toute la journée, etc. Donc, voilà où on en est. Donc voilà pourquoi je parlerai toujours de ces woke et dans cette cancel culture. Voilà aussi pourquoi je les dénoncerai toujours. Alors des fois avec rigolade et peut-être avec un peu plus de recul que là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut bien comprendre que ces gens-là sont extrêmement dangereux parce qu'ils veulent tout refaire. C'est là où est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien plus Disney qui est sous le feu des critiques par rapport à ça, par rapport au woke et à la cancel culture, plus que les autres studios qui ont produit des films bien plus polémiques, bien plus violents. Je veux dire, à ce moment-là, si on prend toute l'œuvre de Kubrick, on peut y aller, hein, niveau cancel culture, et puis même pas que ça. Si on parle là-dedans, qu'on pourrait totalement annuler. Mais là, le truc, c'est qu'on voit bien que c'est Disney, c'est-à-dire finalement la chose la plus inoffensive, mais vraiment, hein, la chose la plus inoffensive, eh bien, qui fait le plus de polémiques, comme si, en fait, c'était des films extrêmement dangereux. Donc voilà pourquoi cette culture woke, cette cancel culture est extrêmement dangereuse parce qu'elle pointe du doigt des choses mais totalement inoffensives et vraiment quoi. Si on t'en avait parlé dans les années 50-60, tu sais, il y aura un mouvement appelé la cancel culture, mais tu verras, hein, ça concerne pas les œuvres où tu vois des femmes avec des seins, etc. Comme c'était le cas justement avec le code Hays dans les années 30, 40 et tout ça, mais tu verras que ça touchera Disney. Mais franchement, on en aurait rigolé quoi. On aurait dit mais non, mais arrête tes conneries et tout ça. Eh bien, on en est là dans ce monde et c'est pour ça voilà, que je voulais vous en parler dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!